On dit emploi vert, c'est des emplois donc qui contribuent d'une manière générale à préserver notre environnement, notre écosystème, contribuent à restaurer notre environnement. Les emplois verts sont des emplois qui limitent les émissions à gaz à effet de serre. Les emplois verts sont des emplois donc qui minimisent les déchets et la pollution. Les emplois verts protègent et restaurent les écosystèmes. Et finalement, les emplois verts contribuent à l'adaptation aux effets du changement climatique. Déjà, il faut dire, le Mali a enclenché son processus de transition. Le Mali a amorcé pas mal donc, de changements systémiques qui ne restent qu'à être démontrés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast d'Impact Hub Bamako. Voix d'Impact est un espace d'échange et de partage de connaissances visant à informer, à inspirer et à donner la parole aux acteurs qui façonnent l'écosystème entrepreneurial au Mali, voire au-delà. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un des sujets clés pour le futur du Mali, à savoir les emplois verts. Quels sont les critères d'identification des emplois verts? Quels sont les leviers pour leur développement? Comment les structures d'accompagnement et les politiques publiques contribuent-elles à cette dynamique? Ce sont des questions que nous allons aborder avec notre invité du jour. Pour démarrer la conversation, j'ai un réel plaisir d'accueillir notre invité du jour, Monsieur Koba de la SNV. Bonjour Monsieur Koba. Bonjour Madame Touré. Ça va? Ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va aussi, Dieu merci. J'espère que vous êtes bien installé. Très bien installé et merci pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à cette édition de votre podcast. D'accord. Déjà, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un immense honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comme je le disais à l'entame de mes propos, aujourd'hui, nous allons parler des emplois verts. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous demander de vous présenter et de nous parler de votre parcours pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Merci beaucoup déjà pour l'insi honneur. Je suis Shegun Koba, d'abord à l'état civil. Okay. Je suis africain, béninois d'origine et malienne d'adoption. Je travaille sur les questions donc, de développement de la jeunesse, développement de l'emploi, des systèmes donc, de politique de marché depuis quelques années déjà, avec une expérience donc, qui m'a amené dans beaucoup de pays. Et depuis quelques années, donc, je suis au Mali avec la SNV, qui est une organisation de développement intégrée et qui a des missions nobles pour vraiment créer, accompagner les différents acteurs dans les domaines du secteur agroalimentaire, énergie et eau. Ma petite expérience, en résumé, je peux dire que je suis un passionné de la chose, de tout ce qui est développement des jeunes. Je suis passionné par les changements systémiques qu'on peut observer en termes donc d'accès à l'emploi, développement de l'entrepreneuriat, la construction d'écosystèmes favorables au développement d'initiatives et d'opportunités portées par les jeunes dans leur ensemble et particulièrement les femmes, surtout dans les zones où on dit c'est des zones donc de fragilité ou bien c'est des zones où il y a des challenges. Donc voilà un peu ce qui me définit. Et voilà ma petite présentation ou expérience, si je puisse m'en arrêter là. D'accord, merci beaucoup pour cette brève présentation de vous. Sans nul doute, vous êtes la personne la mieux indiquée avec laquelle on peut échanger de cette thématique. Les emplois verts, c'est quand même un terme fréquemment utilisé de nos jours, surtout ces dernières années. Du coup, c'est un sujet d'actualité qui mérite une attention particulière. À l'entendre, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un emploi vert et quels sont les critères d'identification d'un emploi vert? Merci, je pense que c'est une question qui, à ma qualité de conseiller emploi et entrepreneuriat des jeunes au niveau global de SNV, et je dirais que c'est au cœur de ce que nous faisons, de la transformation que nous accompagnons dans l'accès aux opportunités d'emploi décents pour les jeunes et pour les femmes. Alors déjà, quand on dit emploi décent, l'emploi vert plus ou moins est un emploi décent. Oui.
Et en qualité d'emploi vert, nous pouvons donc aller rechercher pour dire c'est tout type d'emploi qui permet donc de préserver notre écosystème. Ok. Donc, on dit emploi vert, c'est des emplois donc qui contribuent d'une manière générale à préserver notre environnement, à préserver notre écosystème, ou à restaurer, à contribuer à restaurer notre environnement. Vous savez qu'au Mali, principalement, nous avons des défis environnementaux comme tous les autres pays d'ailleurs, jusqu'aux les pays les plus puissants, les plus développés. Ils ont aussi des défis environnementaux et des défis donc au niveau de leur écosystème et de là où ils vivent. Un peu comme nous aussi. Même si le problème ne se pose avec la même acuité. Mais autant est-il qu'aujourd'hui, quand vous prenez toute cette zone, toute cette région et le Mali, nous avons besoin donc de nous réinventer, notre manière donc de produire, notre manière de consommer, notre manière de penser déjà. C'est en cours avec le Mali que nous voulons tous, le Mali courant, si je peux me paraphraser un peu. Ça doit descendre dans tous les domaines. Donc, l'emploi vert, c'est cet emploi-là donc qui préserve la planète, qui préserve le mieux vivre, le vivre ensemble. C'est cet emploi-là qui préserve la postérité. C'est cet emploi donc qui se fait avec les autres en forme de partenariat. Et donc, c'est cet emploi qui préserve la paix. Et voilà. Donc, vous savez, s'il n'y a pas de ressources, si on se bat autour d'une forêt et qu'on ne s'entend pas autour de la forêt qui est la seule ressource dans une zone donnée, et si l'un doit exploiter cette forêt au détriment des autres, vous voyez, ça peut amener des problèmes de conflit. C'est la même chose pour l'eau. C'est la même chose pour la terre. Aujourd'hui, les gens se battent à cause de la terre. De toutes ces ressources naturelles qui sont là, donc nous devons chercher la manière de mieux les exploiter tout en préservant ces ressources pour les postérités, pour les générations à venir, et tout en produisant d'une manière saine et en consommant d'une manière saine. Donc, on peut dire donc déjà que les emplois verts, si je dois me référer, pour revenir maintenant sur les normes, me référer à la définition du BIT. Le BIT, c'est l'Organisation internationale du travail, qui a défini les emplois verts donc comme étant des emplois décents qui contribuent à la préservation, à la restauration de l'environnement, soit dans des secteurs traditionnels que nous connaissons, ou bien soit dans des secteurs donc nouveaux, ou bien dans l'industrialisation, etc. Donc, voilà plus ou moins, et il y a des critères pour parler d'emploi vert. Il y a des critères pour parler d'emploi vert. Je vais peut-être citer quelques-uns, nommément. Je veux dire les emplois qui améliorent l'utilisation de l'énergie et de la matière première. Les emplois verts sont des emplois qui limitent les émissions à gaz à effet de serre. Les emplois verts sont des emplois donc qui minimisent les déchets et la pollution. Les emplois verts protègent et restaurent les écosystèmes, je l'ai rappelé déjà, et finalement, les emplois verts contribuent à l'adaptation aux effets de changement climatique, tels que les inondations qui viennent de passer, la forte chaleur, en période de chaleur, l'été aride, comment est-ce que nous nous adaptons à travers donc ces effets. Donc voilà un peu les emplois verts, c'est tout ce qui est dans l'adaptation aussi et l'atténuation des effets des changements climatiques. D'accord, merci beaucoup pour cette très bonne réponse qui est beaucoup plus explicite parce qu'auparavant on pensait que à force de pouvoir dire emploi vert, on pensait que les autres aussi étaient des emplois rouges, mais heureusement que vous avez bien expliqué et ceci nous amène à notre prochaine question qui vise à savoir les modes d'évaluation des emplois verts. Comment évaluez-vous l'évolution des emplois verts au Mali ces dernières années et quelles sont les perspectives à long terme? Ok, merci beaucoup. Déjà, il faut dire, le Mali a enclenché son processus de transition écologique, si je puis m'exprimer ainsi, une transition verte, depuis quelques années déjà, pour ne pas dire décennies, et était un des pays très avancés en termes d'instruments juridiques, de régulation, de politiques mises en place. N'eût été la crise qu'on a connue en 2013 et plus tard en 2020, qui a plus ou moins ralenti cet élan, mais je peux dire déjà que le Mali a amorcé pas mal donc de changements systémiques qui ne restent qu'à être démontrés, qui ne restent qu'à être donc capturés en termes donc d'impact plus tard. Il faut dire déjà que la population au niveau du Mali, déjà les populations en elles-mêmes prises sont en train déjà d'innover et sont en train déjà
d'amorcer leur transition verte. Si vous allez dans toutes les régions du Mali, vous allez voir différents types de savoirs, différents types d'améliorations, différents types de changements. C'est vrai, tout ça n'est pas souvent visible par le grand public, ou bien ce n'est pas ça qu'on voit à la grande place. Mais il y a de profonds changements et d'adaptations en termes donc de dynamique. Il faut dire que le pays a un potentiel, le Mali a un potentiel qui est là, malgré les défis par rapport aux terres, par rapport à la nature, par rapport à toutes les questions donc, on a parlé d'énergie, accès à l'eau et tout, parce que nous avons besoin de ces éléments-là pour continuer de produire. Et si ces éléments deviennent rares, pour ne pas dire ces ressources deviennent rares, cela voudra dire que notre manière de produire va prendre un coup et on va plus dépendre de l'extérieur. Alors les populations, dans leur processus de résilience, les acteurs, je veux dire quand je dis population, les acteurs à divers niveaux ont commencé déjà très tôt à penser à la chose depuis plus d'une décennie, pour ne pas dire depuis 2010. Et beaucoup donc des tests ont été déjà faits et le potentiel est là, à la fois pour aller vers d'autres types d'opportunités en termes d'opportunités vertes, mais aussi pour transiter. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de procédés de production que nous devons nous assurer qui consomment moins d'énergie fossile, qui consomment, qui préservent, je veux dire le vivre ensemble, qui préservent la paix, qui préservent cette ressource pour les générations à venir. Donc là, on parle donc de transition. Et dans cette transition, il y a ce qu'on appelle le verdissement des activités. Est-ce que vous voyez? Donc, chaque activité en elle-même peut être rendue, si je peux utiliser le mot durable, mais du point de vue vert. Est-ce que les moyens de production, est-ce que les éléments qui entrent en compte dans chaque initiative, dans chaque activité, prennent en compte ce processus de préservation et dans sa transformation? Une entreprise qui consomme plus d'énergie fossile devrait peut-être penser à aller vers des énergies propres pour sa production. Et là, on pourra dire, OK, un pan de la production de cette entreprise est verte. Même si l'entreprise en elle-même n'est pas totalement verte. Donc, il y a pas mal donc de processus et on peut dire aujourd'hui l'évolution donc des emplois verts au Mali est je peux dire en progression, puisque la croissance verte, pour ne pas dire la croissance inclusive, est l'une des priorités du gouvernement depuis le haut, et tous les acteurs, tous les bailleurs s'alignent par rapport à ces priorités nationales pour pouvoir vraiment créer des changements positifs au niveau local et avoir un impact tel que souhaité par les politiques et les stratégies cadres du pays. Vous l'avez dit tantôt, les emplois verts nécessitent des ressources, que ce soit des ressources humaines ou des ressources financières. Ceci dit, quel rôle les structures d'accompagnement jouent-elles dans le développement des compétences nécessaires pour les emplois verts au Mali? OK. C'est vrai, les emplois verts sont, pour beaucoup, c'est un concept populaire. Comme vous l'avez si bien rappelé, les gens disent beaucoup emploi vert à tout champ, mais le Malien lambda peut ne pas bien cerner cela. Et je pense qu'à force donc de sensibilisation et de communication, la compréhension d'il y a 5 ans, il y a 10 ans a changé. De plus en plus, les gens veulent avoir de la nourriture de bonne qualité dans leurs assiettes, provenant de l'agriculture. Les gens veulent avoir des produits sains, des produits de bonne qualité dans leurs assiettes. Et tout ça peut impliquer donc des notions de vert. Des notions, c'est-à-dire de vert. Alors, si nous voyons toutes ces opportunités, toute cette transformation-là, de plus en plus, vous avez vu avec la crise énergétique que nous avons eue, il y a eu beaucoup qui ont transité. Tout à fait. Certains utilisent des énergies fossiles, d'autres ont basculé carrément dans la biogaz ou bien dans les énergies renouvelables, le solaire et autres types donc d'énergie. Cela voudra dire que chaque fois que des difficultés vont se rencontrer, vont apparaître, dans un élan commun, nous allons chercher les moyens, les technologies qu'il faut pour pouvoir transiter. Alors, pour trouver ces technologies-là, on a besoin donc d'apprendre à les utiliser. D'abord, c'est d'approprier ces technologies-là, de savoir les utiliser, savoir les transmettre. Et la meilleure manière de transmettre une connaissance, c'est à travers les institutions et autres établissements de formation
et d'accompagnement de la gestion de la connaissance d'une manière transversale dans tout ce que nous faisons. Donc, pour revenir à votre question, le rôle de ces institutions est très important pour que la population puisse acquérir les compétences vertes, comme vous avez dit. Aujourd'hui, les métiers verts, c'est des compétences diverses. Je l'ai dit tantôt, de la transition vers les nouveaux types de métiers qu'on va y avoir. On a besoin donc que la main-d'œuvre soit formée. Et cette main-d'œuvre doit être verte. Et on doit commencer très tôt. Très tôt, pas après 18 ans. Je pense que même dès les écoles, dès l'école primaire, on doit déjà commencer par transmettre ces notions vertes aux différents acteurs pour que plus tard, à partir de 18 ans, puisqu'ils auront la majorité pour être déjà des acteurs de nos économies, qui puissent déjà être imprégnés de tout ce qui est vert, c'est-à-dire de tout ce qui est protection de l'environnement, de tout ce qui est durable, de tout ce comment est-ce que... Parce que déjà, les gens, on voit que, peut-être pour revenir, l'éducation et les institutions transforment, ou bien pour ne pas dire transmettre un savoir. Donc, cela va aller au-delà de juste avoir des diplômes. Ça va être tout un mindset. Ça va être un mode de vie. Savoir utiliser bien l'eau à la maison, ne pas gaspiller l'eau. Quand on sort d'une salle, on éteint les lumières. C'est des principes, donc, qui contribuent plus tard, depuis le jeune âge, jusqu'à l'âge adulte ou à l'âge où on devient actif sur le marché du travail. Si vous avez ces principes-là, on va faire beaucoup d'économies d'échelle. Dans les administrations, dans les entreprises, la gestion donc de l'électricité, les coûts. Donc le vert, ce n'est pas, les gens pensent que c'est seulement, oui, bon, de la route, mais c'est aussi un comportement. C'est aussi un comportement, et en tant que comportement, il faut d'abord l'inculquer, et le lieu où on inculque cela, c'est dans les institutions de formation. Comme vous l'avez dit, c'est les institutions de formation, les institutions éducatives qui jouent le rôle de développement des compétences. Et c'est primordial. C'est primordial aujourd'hui parce que la formation permet donc de transmettre tout ce background-là pour rendre un acteur économique, je ne vais pas dire vert, mais pour rendre la main-d'œuvre beaucoup plus verte. Parce que si moi, un entrepreneur, je veux produire de l'énergie à base de biomasse, il faut que j'ai des techniciens qui savent manipuler. Oui. Si je veux installer des biodigesteurs dans mon champ, pour rendre mon champ, je veux dire, autonome en matière de consommation électrique, ou bien en termes de consommation donc d'énergie, je dois trouver la bonne technologie et des gens qui me vendent la bonne technologie. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les panneaux solaires, on les importait n'importe comment. On ne savait pas c'est quoi dans quoi, et voilà. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de régulation, de plus en plus de labellisation dans différents domaines. Vous prenez le domaine de l'agroécologie. Donc, pour ne citer que ceux-là, les écoles d'agriculture, les lycées techniques et autres qui forment les jeunes dans le domaine agricole et autres, sont en train, petit à petit, à travers, par exemple, des programmes de SNV et d'autres partenaires, on essaie donc d'infuser les curricula de ces centres de formation-là pour pouvoir intégrer les nouvelles notions de transition verte, les nouvelles technologies vertes, adaptées ou bien sensibles au climat ou bien basées sur des solutions naturelles. Parce que nous avons des solutions naturelles propres à nous, mais nous pouvons aussi copier des solutions naturelles d'autres ailleurs pour pouvoir continuer de produire, continuer donc de consommer d'une manière responsable. Donc, je peux dire déjà que le rôle des institutions éducatives de formation est très, très important pour le développement des emplois verts au Mali. C'est très, très important. Donc, il y a pas mal de programmes de formation professionnelle qui sont là à travers des partenaires qui accompagnent les acteurs étatiques dans la stratégie qui est la leur pour promouvoir l'économie, la croissance verte au Mali. Donc, je ne vais pas les nommer pour ne pas peut-être faire de publicité, mais à SNV, pour ce que je connais, nous avons le programme Go Green, nous avons le programme ProArid, et tous ces programmes, donc, c'est des programmes donc, qui sont focus pour atténuer, pour accompagner les populations dans la résilience donc, aux effets du changement climatique et aussi la transition verte vers des métiers verts et vers des entreprises de plus en plus vertes. OK. Au regard de l'implication et de l'accompagnement des structures d'accompagnement pour les emplois verts, quels sont donc les facteurs clés de succès pour le développement
des initiatives en faveur des emplois verts au Mali? Oui, les facteurs clés de succès Oui, des initiatives. Ces initiatives, déjà, on l'a rappelé un peu, hein, c'est déjà qui est l'offre de formation. Parce que l'éducation est centrale. On dit dans le développement du capital humain, vous avez l'éducation, vous avez aussi les questions de santé. Et c'est très important donc que pour que le capital humain, la force de travail malienne, puisse créer ou améliorer les opportunités qui existent ou bien créer de nouvelles qui sont vertes, il faut déjà que la formation soit là. Il faut que déjà très tôt, il y ait des formations sur ces nouveaux métiers-là, qui sont des métiers verts, des emplois verts, sur ces filières-là, qui sont des filières donc en termes de transition écologique, qui sont au cœur de ce que nous sommes en train de faire. Je vous donne un simple exemple. Un aîné, il disait tantôt qu'il a tout fait pour intéresser son fils à l'agriculture. Mais rien, ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, les jeunes pensent que l'agriculture ne nourrit pas son homme, alors qu'on dit que notre économie est basée sur l'agriculture. Et cela voudra dire que notre économie, c'est le poumon, l'agriculture est le poumon de notre économie, alors qu'on voit moins de personnes qui s'intéressent à cela. C'est-à-dire qu'il y a un problème, donc qu'il faut former. Et donc, je dirais un partenariat avec les acteurs publics. Je dirais ça, donc, un partenariat avec les acteurs publics pour pouvoir accompagner les stratégies de formation, de renforcement de capacité sur les différentes niches d'opportunités d'emploi verts qui existent au Mali. Ça, c'est l'un des premiers, premiers facteurs. Collaboration avec des organisations, des institutions de l'écosystème. Il y en a plein. Il y a des institutions donc, étatiques, il y a des institutions privées, il y a des institutions à caractère socio-communautaire, il y a des institutions de formation, comme on l'a cité. Tous ces acteurs de l'écosystème doivent se mettre ensemble et travailler ensemble. Parce qu'on dit, si on est ensemble, vous voyez le balai. Wow. Le balai, c'est difficile de casser un balai, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de brindilles de balai à l'intérieur. Donc, c'est ça la force donc, de l'unité de l'écosystème. Si tous les acteurs de l'écosystème, y compris Impact Hub, y compris tous les acteurs qui interviennent, se mettent ensemble autour des politiques nationales que l'État a prévues, creuser, pour dire, OK, nous avons un problème ici. Voilà comment nous réglons. Nous avons un problème ici. Voilà comment nous réglons. Nous avons un problème ici. OK? Et à chaque défi, on trouve une solution avec une approche écosystème. Pas des trucs solo ou isolés qui plus tard peut aussi s'avérer encore créer d'autres défis. Je dirais alors, deuxième facteur, j'ai déjà dit, le troisième facteur du moins, j'ai parlé de partenariat politique, j'ai parlé de partenariat non gouvernemental, je vais dire soutien financier. Ça, c'est très important, le nerf de la guerre. Il faudrait que nous ayons des acteurs, que notre, je vais dire, écosystème financier soit prêt à accompagner ces initiatives, ces innovations portées par des jeunes, des femmes dans ce domaine-là. C'est très important qu'on puisse financer des écoles, des gens qui veulent installer donc des unités d'innovation verte, technologie et tout ça, qu'on puisse les accompagner. Parce que comme vous le savez, l'État ne peut pas tout faire. L'État s'appuie donc sur les autres acteurs sociopolitiques, communautaires, privés, pour pouvoir être donc, je vais dire, son extension. Et l'État régule. Donc, le soutien financier est très important. Les institutions donc doivent de plus en plus aussi devenir vertes. J'ai vu déjà que sur la place, il y a des banques qui ont des agréments, des instances donc de la gestion environnementale ou climatique au niveau mondial. Il y a des certifications, des labellisations qui existent, qui peuvent montrer qu'une banque, la finance climatique, pour ne pas dire finance verte, de plus en plus ça existe, c'est des mécanismes, c'est des leviers. Donc nous devons aller vers ce genre de leviers, ce genre de mécanismes aussi pour pouvoir accompagner les initiatives pour une bonne réussite. Mais il faut travailler avec les jeunes, il faut travailler avec les femmes, il faut les mettre au cœur de ce que nous faisons. Et je pense qu'au niveau de SNV, le projet Grow Green, pour les jeunes et par les jeunes, ok, avec donc sous l'accompagnement des agences nationales et d'autres acteurs comme Impact Hub et autres, en est bien la preuve que si on fait confiance à la jeunesse, aux femmes, on peut aller très loin. Donc, il faut les impliquer dans les différents programmes, dans les différentes initiatives. Donc, je pense que c'est un facteur de succès clé que souvent nous oublions, la participation effective des acteurs, que ce soit au niveau local, au niveau méso et au niveau macro, à tout ce que nous faisons. Donc, je vais peut-être m'en arrêter là pour citer quelques facteurs donc, de succès clés pour le développement des initiatives en faveur des emplois. C'est-à-dire, c'est des facteurs
que nous connaissons presque déjà, mais sur lequel nous devons mettre l'accent pour que cette sensibilité vert soit au cœur de tout ce que nous faisons. C'est-à-dire les 5P. Les 5P dont j'ai rappelé tantôt, people, mettre les gens au cœur, le peuple, la population, les acteurs, les bénéficiaires au cœur de ce que nous faisons. Planète, préserver la planète. 3e P, la paix. Il faut que chaque initiative, pour pouvoir avoir du succès, un des facteurs clés, c'est la paix. Que nous sommes en train de rechercher depuis un bon moment, par tous les moyens, et qui est en train de venir. Et je pense que sans les conditions de paix, on ne peut rien faire. Et déjà, je pense que tout le monde l'a compris, et par nos comportements, par la manière dont nous faisons les choses. Et je dirais, 4e P, la postérité. Sachez que les générations futures doivent aussi bénéficier de ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, ne privons pas les générations futures par nos actions, par nos comportements de maintenant. Et 4e, le partenariat. On ne peut pas aller seul. C'est les 5P. Et ce sont ces 5P aussi qui transmettent l'idée des objectifs de développement durable auxquels nous sommes tous partis, que nous devons donc prendre en compte. Merci beaucoup. D'accord. Merci pour cette réponse. Bien vrai que vous ayez prôné la synergie entre les structures publiques et les structures privées. Mais selon vous, comment est-ce que les politiques publiques actuelles soutiennent-elles les emplois verts au Mali? Et est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Je l'ai mentionné tantôt à le départ pour dire que le Mali était l'un des pays très avancés en termes de dispositifs. Parce qu'ils ont très tôt, vous voyez, quand on parle de muraille verte, très tôt, les autorités ont compris les défis auxquels nous sommes confrontés. Et très tôt, ils ont pris des mesures. Je parle des années 2009-2010 déjà, le Mali avait l'un des, des tests en termes de régulation de beaucoup de choses. Alors, il faut aller loin. On a les tests, on a le cadre réglementaire, il faut maintenant les mettre en pratique. Et pour les mettre en pratique, on a besoin de moyens. Pour les mettre en pratique, on a besoin de sensibiliser, on a besoin de la force ouvrière, de tout le monde. On a besoin des ménages, de tout le monde. Alors, l'État, donc je pense que déjà au niveau donc des politiques publiques actuelles est passé, qui n'ont que la mise, la mise à jour de ce qui existait pour s'adapter au contexte de ce qu'il y a actuellement. Les politiques, je peux dire que ces politiques sont plus ou moins informées. Oui, les politiques sont plus ou moins informées parce que quand vous allez au niveau des politiques publiques, vous voyez toutes les initiatives qui sont là. La Grande Muraille Verte, les questions de transformation de l'agriculture, l'agriculture grand A. Il y a pas mal donc d'initiatives qui sont au niveau donc le fonds vert, le fonds climat. Il y a pas mal donc de dispositifs que l'État a mis en place. Mais encore, il faut que les autres aussi jouent leur rôle. On ne va pas juste croiser les bras et attendre l'État. L'État, c'est nous, c'est tout le monde, c'est tous les acteurs. Donc, dans ce cadre-là, des acteurs comme nous autres, ONG, accompagnons selon les directives que ces politiques publiques nous donnent. C'est vrai. On ne peut pas comparer les politiques publiques. Chaque pays a des politiques publiques qui s'adaptent à ces réalités. Moi qui couvre beaucoup de pays, je connais les politiques publiques du Bénin, des autres pays, du Burkina, du Niger, du Kenya, etc., etc. Et vous allez voir, les politiques publiques s'adaptent au contexte et à la population, au vécu des uns et des autres. On ne peut pas amener une politique publique d'ailleurs et venir coller ailleurs. Donc, je pense que les politiques publiques actuelles au Mali sont adaptées. Elles ont juste besoin d'être mises en œuvre, d'être accompagnées, d'être vulgarisées au maximum et que, en face, que les gens changent de comportement pour s'aligner à la mise en œuvre de ces politiques-là. C'est vrai, ce n'est pas facile. Et on a besoin de tout, de ces facteurs clés dont j'ai cité tantôt, l'éducation, l'accompagnement, le financement, de tout ça pour que ces politiques publiques soient des réalités. Est-ce que vous voyez, malgré tous les chantiers qui s'abattent déjà, tous les effets positifs de la mise en œuvre, il reste encore à faire, comme le dit quelqu'un, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait, on continue de nous battre pour atteindre les objectifs voulus. Donc voilà un peu ce que je peux dire et peut-être citer ou quelques éléments essentiels des politiques publiques de développement des emplois verts et que leur amélioration. Je pense que en l'État, pour ce que je sais par rapport au projet que nous avons, l'État s'implique. C'est déjà bien. Les structures décentralisées s'impliquent. Les ministères, les agences s'impliquent à tous les niveaux. Ça, on peut le dire, le projet Go Green en a une initiative, tout au moins où on voit
même une agence de l'État fait partie des acteurs de mise en œuvre. Est-ce que vous voyez? Cela prouve déjà le degré d'engagement des acteurs de politique publique quant à la mise en œuvre de ces politiques publiques qui sont élaborées. Si celui qui a élaboré la politique publique est prêt à s'associer avec des structures comme Impact Hub, avec des ONG, okay, pour pouvoir mettre en œuvre ces politiques, ça veut dire que la volonté est là. D'accord? Donc, je pense que pour que toute politique publique soit viable, c'est la volonté. C'est pas la volonté d'abord qu'on mesure si cette politique publique, elle est viable. C'est la volonté de la mettre en œuvre. Et je pense que cette volonté existe, que nous devons accompagner nous tous à travers les initiatives que nous faisons, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit leader, acteur de changement, qu'on soit ONG, qu'on soit banquier, qu'on soit acteur donc de financement, qu'on soit école, université, lycée. Chacun a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces politiques publiques-là pour en faire une réalité, pour que l'impact systémique, la transformation systémique que nous souhaitons tous soit une réalité pour nos populations à l'horizon 2030, ou etc., etc. Donc voilà un peu ce que je dirais. Dans certains domaines, il faut dire que le Mali a le potentiel d'un leader régional. Et vous le savez, je ne vous rappelle rien, je l'ai dit tantôt. Dans certains domaines, le Mali a ce potentiel de leader régional, surtout en ce qui concerne l'énergie solaire. Le Mali était l'un des pays, comme je l'ai dit, très très avancé dans ce domaine. Et toutes les analyses et toutes les évaluations le montrent. Je peux aussi dire que pour certaines activités, je l'ai déjà mentionné déjà, les populations et les leaders dans leurs différentes zones sont dans l'innovation. Que vous payez les différentes parties du Mali, les différentes régions selon leurs spécificités, le nord avec ses spécificités en termes d'opportunités, en termes d'activités, le sud, le centre, chacune de ces populations est en train d'innover. Okay, donc, qu'est-ce que nous faisons, si je me place à la place de la jeunesse, c'est d'aller puiser dans ces innovations, c'est d'aller voir les défis que nous avons dans nos communautés et designer des solutions durables à ces défis-là. C'est ça l'entrepreneuriat vert. Okay? Trouver des solutions durables à des défis que nous avons dans nos communautés. Donc, être des entrepreneurs qui apportent des solutions durables à un problème dans sa communauté. Et quand cette solution est bien designée, quand cette solution est, je vais dire, désirable, viable et faisable, elle devient simplement une entreprise fleuron. Elle devient une innovation. Et tout le monde est prêt à l'acheter. Tout le monde est prêt à mettre son argent dedans pour pouvoir donc s'en procurer. Donc, je peux donc m'arrêter là pour dire que ces politiques donc existent malgré les recommandations qu'on peut faire pour leur amélioration et pour leur mise en œuvre. Au-delà de la volonté publique et des efforts conjugués par les structures privées ainsi que les ONG, y a-t-il des meilleures pratiques ou des exemples de modèles observés dans d'autres pays africains que le Mali pourrait adopter? Si oui, lesquels? Oui, il y a des meilleures pratiques un peu partout et je pense que je vous donne un simple exemple. Déjà, sur le Mali, déjà, comme j'ai dit, qui est leader dans certains domaines. J'étais au Burundi il y a quelques mois et certains directeurs, certaines autorités sur la question d'emploi nous disaient, pour pouvoir développer notre agence, on est venu au Mali telle année pour s'inspirer de leur expérience. Okay. Vous imaginez ce que ça fait, non? Ouais. Quand vous êtes dans un pays, on vous dit, OK, on est parti dans tel pays à telle année. J'étais là à telle année. OK, est-ce que tu connais tel? J'ai dit, il est toujours là-bas. C'est vrai. Donc, ça veut dire que de la manière dont les jeunes viennent apprendre du Mali, le Mali aussi à apprendre des autres pays. Donc, je peux citer pas mal de pratiques qui sont là. Aujourd'hui, nous avons la question donc de labellisation. On parle de produits bio. Les gens parlent, tout le monde dit produits bio. Les gens font publicité bio, mais quand tu vas vérifier, il y a quelle labellisation? Okay? Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, les structures décentralisées, je peux dire techniques, avec les acteurs de coopération, on est en train d'accompagner ces gens d'initiatives de labellisation au niveau des questions donc, agroécologiques, les maraîchages.
okay, pour qu'on puisse consommer des aliments sains. Comme on dit de la ferme à l'assiette. Il faut que toute la chaîne soit saine. Donc, on peut aller copier ça dans d'autres pays où ils ont essayé de labelliser et de rendre la chaîne de production de la ferme jusqu'à l'assiette ou bien à la table d'une manière saine. C'est-à-dire moins de produits chimiques, moins de produits qui peuvent de toxication, d'intoxication et tout ce qu'il y a. Donc, utiliser des produits, je vais dire, j'aime pas le mot frais, je vais dire des produits bio aussi, disons des produits verts, si je peux m'exprimer ainsi, qui préservent notre santé, qui préservent l'environnement, qui préservent les ressources que nous avons, les utiliser d'une manière efficiente. Donc voilà, il y a des exemples en foison que je peux donner dans le domaine, dans d'autres domaines du digital, par exemple aussi, où l'État est très avancé, avec des structures à gauche à droite, avec des projets transformants. On peut aussi aller apprendre chez ceux qui sont déjà avancés. Donc, dans le domaine, comment est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire une agriculture assistée par la technologie. C'est en train de venir, on a des expériences ça et là. L'université de Ségou est un laboratoire pour certaines de ces initiatives-là qu'il faut maintenant financer et passer à l'échelle. Donc, il y a pas mal, il y a pas mal qu'on peut citer. Voilà, des exemples dans le domaine solaire, on peut toujours faire mieux. Dans le domaine donc du biodigesteur, dans le domaine des foyers économiques que nos mamans utilisent dans les zones rurales, on peut faire mieux pour que ces foyers soient pas trop dépendants du bois qu'on coupe. Il faut préserver nos forêts. Donc, quand on amène des foyers améliorés, et on peut utiliser donc des combustibles aussi améliorés. Des gens parlent de charbon bio, mais de charbon à base donc de transformation des déchets. Donc, il y a pas mal de technologies qui avancent. Aujourd'hui, le déchet, c'est de l'or. C'est de l'or. Et la gestion des déchets au Mali est en train d'évoluer. Et pourquoi pas aller copier des technologies, pour pouvoir vraiment transformer notre déchet en or. Trier, recycler, transformer, etc. Donc, voilà encore pour ne pas dire des chantiers qui avancent et dont l'acquisition de nouvelles technologies est là. Et il y a donc d'autres domaines que vous connaissez mieux que moi pour parler aux questions énergétiques. Et dans les news, les informations que nous avons dans les news disent que voilà, c'est devenu un problème de souveraineté pour les États et les uns les autres vont chercher tous les moyens pour pouvoir assurer l'énergie. Parce que sans énergie, il n'y a pas de production. Donc, voilà un peu. Je peux dire donc le Mali a pas mal déjà de positivité, de potentiel, mais on peut toujours aller copier à gauche, à droite, voir ce qui se fait de meilleur dans le monde, partout où la technologie existe, pour pouvoir l'adapter à ce que nous faisons chez nous. Merci beaucoup pour ces partages d'expériences et de solutions qui sont très pertinentes. Malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de cet échange très passionnant. Mais avant de conclure, Monsieur Koba, avez-vous un message à lancer à l'endroit des jeunes entrepreneurs ou des décideurs maliens qui souhaitent s'impliquer davantage dans le développement des emplois verts? Alors, mon message va à l'endroit des jeunes, à l'endroit des jeunes d'une manière générale. Je leur dirais de croire en leur potentiel. La population jeune au Mali, elle est très importante. Et en Afrique d'ailleurs. Et les statistiques disent que dans quelques années, l'Afrique, si ce n'est pas déjà fait, l'Afrique sera le continent le plus jeune de la planète. Et d'ici 2040, on sera la télé du monde. Alors déjà, à l'endroit de la jeunesse, c'est de dire, croyez en vous-même, cherchez l'information, la vraie, formez-vous, développez-vous, rêvez que vous pouvez changer le Mali, rêvez que vous pouvez changer l'Afrique, rêvez que vous pouvez changer le monde. Et je dirais aux entrepreneurs jeunes maliens, c'est vrai, l'entrepreneuriat, c'est un chemin, c'est du marathon. Il faut avoir de la patience, travailler dur, et ça paye toujours.
dans quelque activité qu'on se trouve. Pour les autres jeunes qui sont à la recherche d'opportunités, je parlais toujours de conscience professionnelle. Il n'y a aucune petite opportunité. Si petite qu'on vous offre, démontrez de quoi vous êtes capable, démontrez que vous êtes capable de vous développer, aussi petite que soit l'opportunité que l'environnement vous offre ou bien que les hommes vous offrent. Il faut avoir donc l'attitude qu'il faut. Et je dirais aux jeunes de s'engager pour leur communauté, d'être des acteurs de développement pour leur communauté, d'être des acteurs de changement pour leur communauté. Parce que le développement commence chez soi. Ça commence à la maison, ça commence dans le quartier, qu'on dépasse les questions donc les difficultés inhérentes au quotidien. S'il n'y a pas de difficultés, la victoire n'a pas de goût. Le succès n'a pas de goût. Donc, les défis sont là pour forger nous jeunes à aller plus loin. C'est ce que je voudrais peut-être lancer aux jeunes et de dire, il faut innover, croire en l'innovation, ne pas se donner des limites. Il faut s'engager et vraiment s'engager. Ne pas tricher, ok? Vraiment s'engager. Aussi difficile que peut être le parcours d'entrepreneur ou le parcours de quelqu'un qui recherche l'emploi, il faut être un potentiel créateur d'emploi. Et ça passe donc par la témérité, par la démarche. Et sur ce chemin du marathon, il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal d'opportunités, il y a pas mal d'organisations. Je veux citer Impact Hub, Bamako, qui accompagne les jeunes innovants dans leurs entreprises, à créer leurs entreprises, à développer leurs entreprises. Il y a d'autres structures d'ailleurs aussi. Il y a des partenaires de développement comme SNV qui met des programmes pour montrer que c'est possible. Ici et là, il y a d'autres partenaires. Il y a les agences publiques de l'État. Il y a pas mal de structures qui, sur ce chemin, apportent leur petite contribution. Okay. Et ces jeunes doivent saisir ces opportunités, ne pas jouer avec ces opportunités que les acteurs de l'écosystème leur offrent. Se prendre au sérieux pour avancer. Parce que c'est aussi ça qui va faire qu'on dira, OK, la jeunesse n'est pas le problème, mais elle a été toujours la solution. Donc voilà, sur ces mots, donc je dirais à la jeunesse, donc à nous jeunes, je me considère aussi comme jeune, qu'on demeure engagé pour le bien-être de nos populations et pour pouvoir accomplir nos rêves les meilleurs pour notre pays et pour le continent et pour le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Koba, pour ce moment de partage et votre expertise. On espère vraiment vous compter parmi nos invités pour les prochains épisodes parce qu'on ne se lâche jamais de vous écouter. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons également que cet épisode a offert un éclairage précieux à nos auditeurs sur les emplois verts et leur potentiel au Mali. À travers Voix d'Impact, Impact Hub Bamako continuera à soutenir des initiatives qui favorisent un futur durable et inclusif. Merci de nous avoir écoutés et restez connectés pour le prochain numéro où nous aborderons de nouveaux sujets qui contribuent à renforcer notre écosystème entrepreneurial. À bientôt.